Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dédié à la transmission d'entreprise, et plus particulièrement donc à la dimension, fiscale et les dispositifs fiscaux, en faveur des chefs d'entreprise. Je me présente, je suis Gaël Bocquet, je suis chef de projet, création, transmission, reprise d'entreprise à la CMA Auvergne-Rhône-Alpes. On va passer une petite heure ensemble avant de démarrer et de laisser la parole à mes collègues experts que sont, Émilie et Pierre. Je vais quand même, refaire quelques petits, informations préalables, à savoir que vous serez destinataire du support, demain, je vous l'enverrai avec un petit questionnaire de satisfaction que je vous invite à remplir parce que ça nous aide toujours à savoir si on répond à vos besoins et à nous améliorer. Vous serez destinataire du replay de manière quasi automatique, suite à ce replay. Vous n'avez pas, les micros et la caméra pour la simple et bonne raison qu'on respecte le droit à l'image et que n'ayant pas votre autorisation et considérant qu'il y a un replay, bah, voilà, on n'a pas donné cette possibilité, mais pour autant, rien ne vous empêche de poser des questions en bas à droite de votre écran. Vous avez un petit onglet avec, un point d'interrogation qui s'appelle questions. Donc, n'hésitez pas à les poser. Je me permettrai de les reprendre et de les poser à Émilie et Pierre pendant la discussion et pendant cet échange. Essayez d'être pas trop sur des dimensions individuelles parce que c'est toujours difficile pour nous d'apporter des réponses quand on n'a pas les éléments de votre dossier. Mais de toute façon, pour ça, on vous le présentera en fin de webinaire. Il y aura la possibilité à terme de prendre rendez-vous avec un conseiller CMA pour déjà aborder un peu votre projet et puis aller un petit peu plus loin. J'en ai fini avec ça. On a une petite heure ensemble. Je laisse désormais la parole à Émilie et Pierre et je vous souhaite un très bon webinaire à tous et je vous remercie beaucoup d'y participer. À vous les collègues. Eh ben, merci Elle du coup pour l'introduction. Pour enchaîner assez rapidement, parce que le sujet est quand même assez dense et on va prendre le temps de parler de pas mal de choses. Du coup, au programme, on va vous faire un petit rappel sur les enjeux de la transmission d'entreprise et puis sur un rappel du coup des modalités de session qui sont possibles pour les transmissions d'entreprise. Et on passera sur une partie un petit peu plus du coup intéressante aussi et technique sur du coup les principes de taxation que vous pourrez retrouver. Du coup, on va parler principalement de la cession du fonds de commerce et des titres de société et du coup des stratégies d'optimisation possibles. Donc, on va essayer de faire un maximum du coup dans l'heure qui va venir. L'objectif du coup du webinaire, ça va vraiment être de vous éclairer sur les conséquences fiscales et les régimes de faveur, du coup, permettant d'atténuer la fiscalité d'une cession d'entreprise. Donc, vous allez le voir, ça va être assez complet. D'ailleurs, peut-être pour recontextualiser un petit peu, la transmission d'entreprise, c'est un atout majeur pour l'économie, tant en termes de préservation du coût des emplois que de maintien du tissu entrepreneurial. On parle ici en fait de maintenir des activités qui sont quand même souvent fonctionnelles et qui sont amenées de temps en temps à disparaître, faute de repreneurs. Quelques chiffres clés du coup. Sur la décennie 2020, donc à 2030, on estime qu'il y a près de 500 000 dirigeants qui devraient partir à la retraite, ce qui pourrait du coup créer de l'intensification au niveau des besoins en matière de transmission et concerner près de 3 millions d'emplois salariés. Donc c'est pas rien quand même. Principalement sur des secteurs comme la santé, l'éducation, le service aux entreprises, le commerce, l'artisanat. Donc sur tout un tas de secteurs, ça concerne vraiment beaucoup de tissus économiques. C'est environ 50 000 transmissions qui ont été enregistrées en 2023. Donc quasiment 30% des quasiment 200 000 entreprises potentiellement transmissibles, ce qui reste un chiffre assez faible, on va dire, par rapport au total possible. Donc concrètement, ça veut dire qu'annuellement, c'est plus de 700 000 emplois qui peuvent être conservés. À titre de comparaison, du coup, la création d'entreprise permet seulement d'en générer un tiers des emplois par rapport à ces 700 000. Et un chef d'entreprise sur 4, du coup, en région Auvergne-Rhône-Alpes, à 55 ans ou plus. C'est assez parlant parce que ça veut dire du coup que c'est potentiellement des personnes qui prochainement vont partir à la retraite, qui vont devoir transmettre leur entreprise. Et c'est du coup notamment dans le secteur de la fabrication qu'on retrouve une moyenne un peu élevée donc, par rapport à la moyenne nationale qui est d'environ 41%. Donc vous voyez que la transmission, c'est vraiment un sujet économique qui est central, mais c'est surtout du coup un sujet qui s'anticipe, qui se prépare du coup un petit peu à l'avance. C'est essentiel du coup de rappeler que la transmission, ça ne s'improvise pas. Nous, on préconise du coup idéalement de la préparer 3 à 5 ans à l'avance pour pouvoir optimiser tout simplement la valorisation, anticiper des aspects fiscaux et juridiques. Vous allez le voir du coup
un peu après de quoi il s'agit, mais aussi du coup de temps en temps d'identifier un repreneur adapté, parce que ça peut prendre du temps du coup de trouver la personne qui peut reprendre l'entreprise. Ça permet du coup d'éviter des pertes de valeur ou des fermetures d'entreprises brutales qui peuvent du coup entraîner des pertes d'emploi, des pertes d'activité. Et chaque année, du coup, c'est la disparition de milliers d'entreprises, faute d'anticipation du coup de ces repreneurs. Au niveau de ce webinaire et de ce qu'on va aborder, un rappel du coup rapidement des modalités de session qui sont possibles. Nous, on va principalement du coup se focaliser sur 2 sessions principales, la session de fonds de commerce et la session de titres de société, qui sont des modalités de session du coup ce qu'on appelle à titre onéreux, qui vont impliquer en fait un transfert contre une rémunération, contrairement à la donation, donc, qui est comme son nom l'indique, du coup un transfert à titre plutôt gratuit. Au niveau des différences et conséquences juridiques, vous voyez très succinctement du coup à l'écran, on va se focaliser du coup sur les sessions à titre onéreux. Donc au niveau du fonds de commerce, dont il s'agit de vendre les actifs de l'entreprise, immatériels et matériels, comme la clientèle par exemple, un droit au bail ou du matériel, sans transférer par exemple les dettes de l'entreprise. Donc dans la session du fonds de commerce, le repreneur du coup crée souvent une nouvelle structure juridique. Il va reprendre le personnel avec des avantages qui sont acquis. Et il a la possibilité, en plus, de racheter du stock en complément s'il en a besoin. Il y a des conséquences pour ça, notamment un manque de garantie d'actifs passifs pour le cédant, avec des procédures un peu plus formelles, avec des publicités légales, par exemple, parce que souvent, on va recréer une structure juridique. Donc, il y a des démarches un petit peu plus lourdes à réaliser à ce niveau-là. Mais il y a quand même un risque un peu moindre pour l'acquéreur sur tout ce qui peut être dette cachée. Voilà, donc ça peut avoir quand même certaines conséquences positives aussi au niveau du repreneur. Et on a aussi la session du coup à titre au niveau des titres de société, où là, on va plutôt parler de vente de parts sociales ou d'actions qui vont du coup permettre de transférer l'intégralité de la société à un repreneur. Donc à la fois l'actif, le passif, mais aussi les contrats en cours de la société. Et là, le repreneur, du coup, hérite de tout. Les dettes, les engagements antérieurs, vraiment à 100% de l'entreprise. Du coup, ça a comme conséquence plutôt, là, pour le coup, d'avoir une continuité totale de l'entreprise. On n'a pas une nouvelle immatriculation, on n'a pas un nouveau statut juridique qui émerge. Donc, ça peut être plus simple administrativement. Par contre, ça nécessite aussi des audits, potentiellement pour détecter des passifs un peu cachés. Mais c'est quand même idéal pour reprendre une entreprise de manière la plus fluide qui soit. Vous avez un petit tableau de comparaison du coup que vous pourrez retrouver si jamais du coup vous demandez le PowerPoint à la fin de la présentation. Du coup, sur les critères en fonction d'un fonds de commerce et au niveau des cessions de titres de société. Donc notamment au niveau de ce qui est transféré, des dettes, des contrats, des garanties, de la structure juridique et de la procédure, donc de manière très simplifiée. Vous pouvez retrouver ça là en synthèse. Émilie, je te laisse prendre la suite du coup. C'est gentil, merci beaucoup Pierre. On va s'intéresser à présent au principe de taxation en droit commun dans le cadre d'une cession à titre onéreux. Petite précision sur ce qu'on appelle le régime de droit commun, c'est le régime qui s'applique de plein droit, c'est-à-dire sans système d'exonération. Donc, on va voir dans une première hypothèse la fiscalité applicable en cas de cession d'un fonds de commerce pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, puis on verra pour les entreprises individuelles soumises à l'impôt sur le revenu. On s'intéressera dans une deuxième hypothèse à la cession des titres pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. Donc, intéressons-nous maintenant à la fiscalité dans le cadre d'une cession d'un fonds de commerce pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. Donc, comme vous pouvez le voir, on va avoir une double fiscalité qui va s'opérer. On va avoir d'une part la fiscalité de la société, propre à la société. Donc, on verra que la société va payer d'une part l'impôt sur les sociétés et d'autre part ce qu'on appelle un droit de partage. Et on verra également qu'il y a la fiscalité propre aux associés. Donc, pour ce qui est de la fiscalité propre à la société, donc je rappelle, c'est dans le cadre d'une cession d'un fonds de commerce
et c'est dans le cadre si votre société est soumise à l'impôt sur les sociétés. Donc, il faut savoir que la société va payer l'impôt sur les sociétés sur ce qu'on appelle la plus-value dégagée sur la vente du fonds de commerce. C'est-à-dire que votre expert comptable va calculer une plus-value et c'est bien sur cette plus-value que la société sera fiscalisée et qu'elle paiera l'impôt sur les sociétés. Donc, on vous a, pour rappel, remis les taux d'imposition à l'impôt sur les sociétés. Donc, il faut savoir que c'est un taux à 15% jusqu'à 42 500 € de bénéfices et 25% au-delà de 42 500 €. Deuxième possibilité que vous avez, alors je précise quand même que là, on est dans le cadre, il faut savoir que dans le cadre d'une cession, donc d'un fonds de commerce, c'est la société qui va encaisser les fruits de la vente et pas les associés en direct. Donc, si les associés souhaitent appréhender le produit de la cession, il faudra nécessairement procéder à une dissolution et à une liquidation de la société. Donc, si vous êtes plusieurs associés, il faut savoir que la société devra s'acquitter de ce qu'on appelle un droit de partage ou d'un droit d'enregistrement qui est égal à 2,5% du montant du boni de liquidation. Donc, ce qu'on appelle un boni de liquidation, très rapidement, ce sont les gains en fait, qui vont être partagés entre les associés après la dissolution et la liquidation d'une société. Évidemment, si l'actif est supérieur au passif. Donc, il va se calculer une fois que le passif va être apuré et après remboursement des apports des associés. Donc, ce droit de partage de 2,5% du montant total du boni de liquidation, vous l'avez uniquement si vous êtes plusieurs associés. Donc, si vous êtes un associé, c'est par exemple le cas dans le cas d'une EURL ou dans le cas d'une SASU, vous n'êtes pas soumis à ce droit de partage. Donc, c'est uniquement dans le cas où les associés souhaitent récupérer l'argent dans la société que vous êtes soumis à ce droit de partage. Autrement dit, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, par exemple, de réinvestir les fruits de la vente dans une autre activité pour racheter une société, par exemple. Dans ce cadre-là, vous ne serez pas soumis à ce droit de partage. Je passe à la slide suivante. On va passer à la fiscalité donc, propre aux associés. Donc, il faut savoir que la fiscalité propre à l'associé va dépendre de son statut social. En effet, si vous êtes par exemple assimilé salarié, donc par exemple si vous êtes en SASU ou si vous êtes en SAS ou si vous êtes par exemple en SARL à gérance égalitaire ou minoritaire, dans ce cadre-là, vous serez soumis à ce qu'on appelle les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Vous serez également soumis à une imposition à l'impôt sur le revenu, donc de plein droit à ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique, c'est-à-dire le PFU à hauteur de 12,8%. Et sur option, vous pourrez faire le choix de ce qu'on appelle le barème progressif à l'impôt sur le revenu. Dans ces cas-là, la CSG sera déductible à hauteur de 6,8%. Éventuellement, vous pourrez être soumis à ce qu'on appelle la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Alors, qu'est-ce que cette contribution exceptionnelle sur les hauts revenus? Elle a été instaurée par la loi de finances de 2011 et elle a été mise en place pour résorber le déficit des administrations publiques. Elle était censée être provisoire. Je crains que dans le contexte actuel, elle soit encore maintenue pendant de nombreuses années. En fait, cette CEHR, c'est un impôt, c'est une contribution qui est en fait additionnelle à l'impôt sur le revenu et vous y êtes soumis si votre revenu fiscal de référence dépasse un certain seuil. Par exemple, si vous êtes célibataire, il faut que votre revenu fiscal de référence dépasse 250 000 € pour que vous soyez soumis à la CEHR. Et si vous êtes marié, il faut que votre revenu fiscal de référence dépasse 500 000 €. Deuxième hypothèse, pour les travailleurs non salariés, c'est-à-dire les travailleurs qui sont par exemple en EURL, les gérants qui sont en SARL à gérance majoritaire, eh bien, vous aurez une fiscalité qui va dépendre de ce qu'on appelle votre boni liquidation. Pour la partie inférieure à 10% du capital social, eh bien, vous devrez avoir une fiscalité qui sera identique que pour les assimilés salariés, c'est-à-dire que vous aurez l'impôt à 12,8 et les prélèvements sociaux à 17,2. Sur la partie du boni liquidation qui va dépasser 10% du capital social, vous serez soumis aux cotisations sociales et également à l'impôt sur le revenu.
Éventuellement, vous serez soumis, suivant votre revenu fiscal de référence, à la CEHR, et le taux est compris entre 3 et ou 4% suivant votre revenu fiscal de référence. Donc, on va passer maintenant à la cession d'un fonds de commerce, par contre, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu. Il faut savoir que pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, vous êtes soumis dans ce qu'on appelle les plus-values professionnelles. Et donc, dans le cadre des plus-values professionnelles, on va distinguer une plus-value à court terme et une plus-value à long terme. Donc, il faut savoir que les plus-values à court terme sont soumises à ce qu'on appelle l'IRPP, l'impôt sur le revenu progressif par tranche, et également aux cotisations sociales. La plus-value à long terme, quant à elle, est soumise à l'impôt à 12,8% et aux prélèvements sociaux à 17,2%. Éventuellement, vous resterez soumis à la CEHR suivant votre revenu fiscal de référence. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. On ne rentrera pas dans le détail du calcul de comment calculer la plus-value court terme et la plus-value long terme, puisque ça, c'est l'expert comptable qui s'en occupe. Donc, on va passer à notre deuxième hypothèse dans le cadre d'une cession de titres de société pour les sociétés soumises à l'IS, toujours dans le régime de droit commun, c'est-à-dire toujours sans système d'exonération. Donc, il faut savoir que vous ne serez pas fiscalisé sur un prix de cession, mais bien sur une plus-value. Donc, en gros, un prix de cession moins un prix d'acquisition. Donc, comme vous le voyez, vous avez deux possibilités. La première solution, c'est que vous êtes soumis de plein droit à une imposition à la flat tax, une imposition globale, c'est-à-dire d'une part à un impôt sur le revenu à hauteur de 12,8% et d'autre part aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Et puis, vous avez toujours cette fameuse CEHR qui s'applique également. Vous avez une deuxième possibilité, c'est-à-dire une option globale, qui est de dire vous ne prenez pas de plein droit la flat tax, mais vous prenez ce qu'on appelle le barème progressif à l'impôt sur le revenu. Donc l'impôt sur le revenu, en gros, c'est l'impôt par tranche que vous connaissez, 0%, 11%, 30%, 40% et 45%. Mais là, vous avez droit, si vous prenez cette option au barème progressif de l'impôt sur le revenu, à un abattement pour durée de détention. Donc, c'est ce qu'on appelle l'abattement de droit commun. Donc, il faut savoir que, par exemple, si je détiens mes titres depuis plus de 8 ans, je pourrais bénéficier d'un abattement de 65% sur ma base imposable à l'impôt sur le revenu et je serai également soumis aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2. Faites attention, cet abattement de droit commun, il joue uniquement sur la base imposable à l'IR. Comme vous le voyez, il ne joue pas sur les prélèvements sociaux qui restent dus. Donc, il faut quand même faire attention par rapport à cette deuxième solution. Elle n'est envisageable que si les titres sont détenus avant 2018. Si vous les détenez après 2018, il y aura obligatoirement la flat tax qui va s'appliquer. Donc, attention à cette option d'imposition au barème de l'impôt sur le revenu. Elle est également globale, c'est-à-dire que si vous la prenez, elle va s'appliquer à l'ensemble de vos revenus de capitaux mobiliers et à l'ensemble de vos plus-values de cession. Je voulais peut-être voir déjà les questions avant de passer au régime, aux stratégies d'optimisation. Est-ce que déjà, par rapport à cette première partie, nous avons des questions? Alors, à ce stade, a priori, il n'y en a pas. D'accord. En tout cas, j'en ai pas vu dans le chat et ou dans l'onglet questions. Très Mais bien. il est vrai qu'on se rend compte qu'au final, c'est quand même un métier d'expert et que, in fine, ça donne envie d'être accompagné par toi, Émilie, ou par Pierre, parce que c'est vrai que c'est quand même assez complexe, en fait. On a du mal à se rendre compte, en fait, de combien il va nous rester et qu'est-ce qu'il faut faire, même si, in fine, tu l'as dit, la priorité, c'est quand même voilà, d'anticiper un maximum pour justement identifier quelles sont les opportunités ou les possibilités pour, on va dire, optimiser cette session. Alors attends, si j'en ai une, nous dit Ascona Hernandez, que je remercie, mais il y a Stéphanie Ponsard, comment sont calculées les plus-values?
puisqu'en général, le matériel perd beaucoup de sa valeur d'achat. Ouais, in fine, je pense qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire la plus-value, on la connaît bien sur un bien immobilier, c'est-à-dire on l'a acheté à un prix, on le revend à un prix, mais dans le cadre d'une création, par exemple, ou d'une reprise qui date, comment ça peut se passer? Et il y a madame Hernandez que je remercie, ou monsieur, je sais pas, j'avoue, je connais pas le prénom. Je n'ai pas bien compris la taxation sur la vente des parts sociales de tous les associés. Alors je reviendrai, je te laisse peut-être répondre si tu Alors, as en mémoire les questions. la première question, c'est sur le calcul de la plus-value. Madame, pardon, mais je m'étais pas trompé pour madame Hernandez. Donc, si la Désolé, première Émilie. question, c'était sur le calcul des plus-values. Comment est-ce qu'on calcule la plus-value? Parce que c'est vrai souvent on entend, je suis fiscalisé sur mon prix de vente, mais en fait, non, vous êtes bien fiscalisé sur une plus-value. Donc, si je prends le cas d'une cession de titre, je vais être fiscalisé sur mon prix de cession, moins, en fait, mon prix d'acquisition, en général, qui correspond au capital social. Mais attention, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails techniques. Suivant la composition de votre capital social, il faut que ce soit des apports que vous avez faits avec vos deniers, en fait. Par exemple, c'est le capital social que vous avez souscrit au démarrage. Mais si, par exemple, le capital social il a été augmenté par ce qu'on appelle une incorporation de réserve, ça, on ne va pas en tenir compte, par exemple. Donc, on va tenir Ok, compte donc uniquement des apports qu'on va avoir faits avec les deniers. Je ne sais pas si je suis très claire. alors, bah, je vais essayer de reformuler, tu vois. Donc l'idée, c'est qu'in fine, la plus-value, elle n'est pas forcément, on va dire, mesurée à l'aune de l'achat d'une entreprise qu'on ait rachetée, mais à l'aune du capital social qu'on a apporté initialement dans l'entreprise, Oui, voire si celui-ci a augmenté, c'est-à-dire si on a remis au pot du capital social dans le temps, il va être oui, mesuré en fonction de ça, c'est ça? exactement. Mais Ok, pas s'il y a eu des. Par contre, on ne tient pas compte des incorporations de réserve s'il y a eu lieu. Voilà. ok. Donc j'espère Alors, que tout le ça, monde c'était. sait Ouais, ce que c'est que les incorporations de réserve. Mais oui, oui, bon, après, de ouais, toute bon, façon, pour l'objectif, encore une préciser fois, quand même. on a un temps limité, donc c'est Oui, oui. c'est pas toujours évident. Alors, Ça, je c'était. Alors, continue. je me permets Vas-y. quand même, Yael, juste parce que ça, c'était dans le cadre d'une session de titres. Mais si vous êtes dans le cadre d'une session de fonds, c'est un peu plus compliqué parce que vous avez effectivement, madame ou monsieur d'ailleurs, je m'excuse. Non, c'était madame en Madame, l'occurrence, mais d'accord. il me semble. OK. Alors je ne sais pas si la question, c'était sur une session de titres ou si c'était sur une question de fonds. Je la laisserai nous Question. le préciser dans l'onglet chat ou questions, mais Voilà, bon, mais fonds de mais commerce, elle nous disait un dans le fonds de cadre d'un fonds commerce, de commerce. donc dans le cadre d'un fonds de commerce, effectivement, ben, en fait, on va détailler comme vous l'a présenté Pierre, en fait. Quand on cède un fonds de commerce, vous avez des éléments incorporels et vous avez des éléments corporels. Donc, sur les éléments incorporels, par exemple la clientèle, là, on va dire la partie plus-value, ça va être en gros votre prix de cession, moins le prix d'acquisition si vous avez repris le fonds. Mais par contre, sur les éléments, on va dire corporels, liés effectivement, comme vous le dites très bien, il va y avoir une partie qui va être liée à l'usure. Et bien, dans ces cas-là, ça va être en gros votre prix de cession moins la valeur d'origine, mais on va tenir compte, enfin, moins la valeur nette comptable. En gros, ça va être ça. Valeur de prix de cession moins la valeur nette comptable. Et la valeur nette comptable, c'est la valeur d'origine en tenant compte moins les amortissements. Donc ça, il faut faire attention. C'est vrai qu'il y aura une partie qui va être liée à l'incorporel et une partie qui va être liée au matériel. Dans ces cas-là, on tient compte effectivement de l'amortissement. Je ne sais pas si c'est pas facile à expliquer comme ça. Non, mais c'est pour ça, et en soi, je remercie Madame Gilbert de son commentaire. Oui, notre vocabulaire est pas forcément très simple à comprendre, mais in fine, de toute façon, c'est pas très simple à comprendre. D'où l'intérêt, en fait, de vous adresser à des experts comme Émilie et Pierre, dans le sens où c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on essaye de vulgariser, mais in fine, enfin, notre référence, c'est le droit français. Donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme on dit. Je vais juste reprendre quelques autres questions. Donc, et je vous prie de nous excuser, hein, Madame Gibert, on fait encore une fois au mieux en fonction de ce qu'est la loi et ces choses-là. Et c'était aussi l'intérêt
d'essayer de vulgariser la chose, mais aussi de… alors, Monsieur Gaëtan Milazzo, que je remercie, nous pose la question: quid de l'impôt dans le cadre d'un départ en retraite? In fine, il n'y a pas de différence, quelle que soit la cause de cession, in fine, qu'on soit en retraite ou qu'on soit en retraite ou qu'on cède pour d'autres raisons, il n'y a pas de changement sur cette dimension fiscale. Non, par contre, effectivement, on va voir qu'il y a des cas d'exonération. Donc, ça fait partie de notre quatrième, effectivement, des stratégies d'optimisation qu'on va voir juste après. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Là, encore une fois, la présentation, c'était dans le régime de droit commun, c'est-à-dire sans système d'exonération. Quelle est la fiscalité qui s'applique à moi? Ok. Madame Couturier, Jacqueline, que je remercie encore une fois pour sa question, qui a utilisé en plus l'onglet question. Merci beaucoup, Madame Couturier. Bonjour, alors, qu'en est-il s'il n'y a pas de cession, car impossibilité de vendre l'entreprise SASU, mais liquidation? Est-ce qu'il se passe des choses en termes de fiscalité sur ça? Il y aura effectivement pour moi le boni de liquidation qui va être… tout dépend en fait si l'actif est supérieur au passif, en fait, tout simplement, s'il y a effectivement un boni de liquidation à distribuer ou pas. Donc, effectivement, après, derrière, s'il y a un boni de liquidation, il y aura fiscalité pour moi. Ok. Donc, bien se renseigner là aussi. Une question aussi de Madame Chaillot, que je remercie, qui nous dit: quel est le taux de taxe d'enregistrement? Alors, je ne veux pas savoir ce qu'est la taxe d'enregistrement, mais j'imagine que tu vas pouvoir nous éclairer, Émilie. Alors là, j'avoue que taxe d'enregistrement, je Bah, sais pas. je vais laisser du coup Madame Chaillot nous préciser. Madame Hernandez qui nous dit: vous n'avez pas répondu à ma question, désolé, mais il y a pas à être désolé, on est là pour ça. Nous sommes deux associés et nous revendons tous les deux la totalité de nos parts. Ah, on est dans le cas d'une cession de titre. OK. Exactement, elle l'avait précisé, mais j'ai oublié Ah, et je m'en alors on n'est excuse pas dans… auprès d'elle et de toi. Bah, non, mais il y Non, avait non. une autre personne qui était sur du fonds de commerce, mais Madame Hernandez est sur effectivement une vente de titres. Eh ben, effectivement, on avait donc précisé que dans le cas d'une cession de titre, si la question c'était de savoir comment est calculée la plus-value, donc ça va être votre prix de cession moins votre prix d'acquisition qui correspond au montant du capital souscrit au démarrage, quand vous avez créé ou quand vous avez repris l'entreprise. Écoutez, j'espère qu'on aura répondu au moins à ce premier niveau de question de Madame Hernandez, qui me semble être en train de répondre. Donc, j'espère que ce sera le cas. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue et puis on reviendra à une session de questions par la suite, Très bien. si ça vous va. Allez, on continue, Pierre et Émilie. D'accord, mais il me semblait… Alors, attendez. Alors, on y revient vite fait, hein, parce que, encore Il une n'y a fois, pas de Madame souci. Hernandez, on n'est pas sur une consultation individuelle, mais je vous remercie encore une fois de poser des questions. D'accord, mais il me semblait qu'il y avait une taxation supplémentaire, manifestement, Alors, sur… la taxation, c'est en fait, vous êtes soumis de plein droit à la flat tax, en fait. C'est quoi la flat tax, du coup? Donc, la flat tax, on ne l'a pas vu précédemment, du coup, dans le… Tac, voilà, là. Peut-être nous réexpliquer. Et surtout, pas Alors, d'excuses, Madame Hernandez. Hein. Faut pas vous taire, surtout pas. Vraiment, surtout regardez, pas. C'est le je, moment. Allez-y. je reviens sur ma Ça permet à précédente, tout le monde. je reviens sur ma précédente slide. Donc, dans le cas d'une cession de titres pour les sociétés soumises à l'IS, donc par exemple pour cette dame, donc elle sera soumise, donc les associés en l'occurrence, de plein droit à ce qu'on appelle la flat tax, donc une imposition à 30%. Donc d'une part, l'impôt sur le revenu à 12,8 et d'autre part, les prélèvements sociaux à 17,2. Ok. Est-ce que ça va, Madame Hernandez? Je la laisserai oui, manifestement. Et surtout, ne vous taisez pas. C'est encore une fois, en plus, vos questions, elles sont intéressantes parce qu'elles peuvent bénéficier à toutes les personnes qui participent, même si elles ne sont pas forcément dans votre situation. Encore une fois, hein, c'est un domaine qui est quand même extrêmement complexe, avec des mots, somme toute, assez abscons. Mais du coup, voilà, c'est aussi l'idée au moins de vous sensibiliser sur l'intérêt d'anticiper encore une fois et d'être accompagné sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, l'anticipation est, à mon avis, maître mot d'une optimisation de la vente, pardon, de votre entreprise. Allez, je vous laisse continuer et surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Donc là, on va passer à notre dernière partie
consacré aux stratégies d'optimisation, donc aux dispositifs fiscaux qui vont permettre d'atténuer votre fiscalité. Donc, ce qui vous intéresse tous, je l'imagine. Donc, on verra dans une première hypothèse les régimes de faveur existants en cas d'une cession d'un fonds de commerce pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, puis dans le cas d'une cession de fonds de commerce pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu. On fera une deuxième hypothèse. Donc, dans cette deuxième hypothèse, on verra les régimes de faveur en cas d'une cession de titres de société. Donc, intéressons-nous maintenant aux dispositifs fiscaux de faveur en cas d'une cession d'un fonds de commerce pour une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Donc, petit rappel, dans ce qu'on a vu précédemment, dans le régime de droit commun, sans système d'exonération, on a vu que la société doit payer l'impôt sur les sociétés sur la plus-value de cession. Donc, on va voir ici que la société pourra bénéficier de ce qu'on appelle l'article 238, coin des sièges du Code général des impôts et bénéficier d'une exonération soit totale ou soit partielle de l'impôt sur les sociétés en fonction de la valeur de votre fonds de commerce. Donc, comme vous pouvez le voir à travers ce tableau, en cas de cession d'un fonds de commerce inférieur à 500 000 €, vous avez le droit à une exonération totale d'impôt sur les sociétés. Si la valeur de votre fonds de commerce est comprise entre 500 000 € et 1 million d'euros, dans ce cas-là, vous aurez ce qu'on appelle une exonération dégressive de l'impôt sur les sociétés. Si par contre, la valeur de votre fonds est supérieure à 1 million d'euros, dans ces cas-là, malheureusement, vous n'aurez pas d'exonération. Pour pouvoir bénéficier de cet article 238 coin des sièges du Code général des impôts, vous avez un certain nombre de conditions à respecter. Notamment, parmi ces conditions, l'activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans. Ça, c'est très important. Si vous n'avez pas 5 ans d'activité, malheureusement, vous ne pourrez pas bénéficier de cette exonération d'IS sur votre plus-value. Deuxième critère qui me semble important de vous rappeler, c'est que le cédant ne doit pas avoir le contrôle de l'entreprise cessionnaire. C'est-à-dire que vous ne devez pas assurer la fonction de direction. Donc, dans cette partie, on va aborder maintenant la cession d'un fonds de commerce dans le cadre des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu. Donc là, on va aborder toutes les mesures incitatives qui vont vous permettre d'être exonéré totalement ou partiellement de vos plus-values professionnelles. Donc, on va voir 4 cas d'exonération. Donc, je vous rappelle que, comme on l'a vu précédemment, lorsque je suis, par exemple, en entreprise individuelle à l'impôt sur le revenu, je suis soumis dans ce qu'on appelle les plus-values professionnelles. Vous vous rappelez, on a vu qu'il y avait une plus-value à court terme et une plus-value à long terme. La plus-value à court terme était soumise à l'IRPP, l'impôt sur le revenu, et aux cotisations sociales. La plus-value à long terme, quant à elle, était soumise à ce qu'on appelle un impôt à 12,8% et aux prélèvements sociaux à 17,2%. On va voir à présent comment est-ce qu'on peut exonérer ces plus-values professionnelles. Donc, on va voir 4 cas à présent, si vous le voulez bien. Je vous rappelle juste que pour pouvoir bénéficier des 4 cas qu'on va voir, il y a une condition commune à l'ensemble de ces dispositifs, il faut 5 ans d'existence de l'activité. Si vous n'avez pas 5 ans d'existence, il n'y a pas d'exonération possible. Donc, dans le premier cas que je vous propose d'aborder maintenant, on va voir la transmission de l'immobilier professionnel, inscrit à l'actif du bilan. Donc là, on est bien dans le cadre, par exemple, d'un bâtiment que vous avez à l'actif de votre bilan. On parle bien de biens immobiliers aussi affectés par l'entreprise à sa propre exploitation.
Donc, ce dispositif d'exonération, il peut s'appliquer, par exemple, si vous cédez le bâtiment, mais pas seulement. Si, par exemple, vous ne cédez pas le bâtiment et que vous cédez uniquement le fonds de commerce, même si le bien immobilier n'est pas vendu, c'est-à-dire que je n'ai pas de mouvement financier, je n'ai pas de cash, il fait quand même l'objet d'une imposition du fait que le bien professionnel qui était inscrit à l'actif du bilan revient dans le patrimoine personnel du chef d'entreprise. Et ça fait l'objet d'une sortie d'un actif immobilisé. Et dans ce cadre-là, je vais être soumis dans ce qu'on appelle les plus-values professionnelles. Donc le principe d'exonération, comme vous voyez, l'avantage de cet article-là, c'est qu'au niveau de son exonération, on peut avoir une exonération partielle ou totale de ce qu'on appelle les plus-values à long terme. Donc rappelez-vous, les plus-values à long terme, c'est-à-dire les 12,8 et les 17,2. Par contre, ça ne concerne pas les terrains à bâtir et vous n'avez pas d'exonération sur les plus-values à court terme. L'effet, en gros, de ce dispositif d'exonération, c'est que vous avez droit à un abattement de 10% par année de détention, au-delà de la 5e année de détention. Vous avez droit à une exonération totale au bout de 15 années de détention. Par contre, cet article-là ne vous exonère pas des cotisations sociales sur la plus-value à court terme. Donc, je vous propose de passer à notre deuxième cas, le cas d'une cession d'un fonds de commerce lorsque le dirigeant part à la retraite. Donc, je vous rappelle que là, on est toujours dans le cas d'une cession d'un fonds de commerce pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu. Donc, dans ce cadre-là, c'est ce qu'on appelle l'article 151 septies A du Code général des impôts. Vous avez droit à une exonération d'impôt sur le revenu. Donc, exonération d'impôt sur le revenu sur la plus-value à court terme, donc l'impôt sur le revenu progressif par tranche, et sur les plus-values à long terme également, donc sur l'impôt à 12,8. Par contre, vous n'avez pas d'exonération sur les plus-values sur les biens immobiliers. Cet article-là, il va jouer uniquement sur la cession d'un fonds de commerce, mais il ne va pas jouer sur l'immobilier. Par contre, l'avantage, c'est que ce dispositif-là, il est cumulable avec le dispositif que l'on a vu précédemment. Donc le 151 septies B, celui qui était lié au bâtiment. Par contre, vous avez quand même des conditions à respecter. Parmi les conditions que vous devez respecter, le cédant, comme vous le voyez, doit faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent ou qui précèdent la cession. Je prends un exemple, si je cède mon fonds de commerce en octobre 2025, je dois prendre ma retraite dans les 2 ans, c'est-à-dire au plus tard, je dois prendre ma retraite en octobre 2027 si je veux pouvoir bénéficier de ce régime d'exonération. Une autre condition, c'est que le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise cédée. Ça, c'est extrêmement important pour pouvoir bénéficier de ce dispositif d'exonération. Par contre, comme vous le voyez, on vous l'a mis en rouge, il n'y a pas d'exonération sur les prélèvements sociaux et sur les cotisations sociales qui restent dues. Autre cas d'exonération, si vous vendez un fonds de commerce et que vous êtes par exemple en entreprise individuelle soumis à l'impôt sur le revenu, vous avez la possibilité de bénéficier de ce qu'on appelle l'article 151 septies du Code général des impôts, exonération des petites entreprises. Et dans ces cas-là, comme vous pouvez le voir, on va faire donc la moyenne des 2 années civiles qui précèdent l'exercice de la cession. Et donc, vous aurez une exonération en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc, il faut savoir que c'est l'article le plus puissant de tous parce qu'il joue à la fois sur la plus-value liée à la cession de votre fonds de commerce et également sur l'immobilier. Donc, comme vous pouvez le voir, pour les activités de vente de marchandises, vous avez une exonération totale si la moyenne de votre chiffre d'affaires est inférieure à 250 000 €. Pour les activités de prestation de services, vous avez une exonération totale si votre chiffre d'affaires est inférieur à 90 000 €. Vous avez une exonération dégressive pour les activités de vente de marchandises si la moyenne de votre chiffre d'affaires est comprise entre 250 000 € et 350 000 €.
Pour les activités de prestation de services, vous avez une exonération dégressive si la moyenne de votre chiffre d'affaires est comprise entre 90 000 euros et 126 000 euros. Donc, l'effet de ce dispositif d'exonération, c'est qu'il vous exonère à la fois de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire de la plus-value court terme et de la plus-value long terme, et également des prélèvements sociaux. Mais il n'exonère pas les cotisations sociales. De toute manière, aucun dispositif d'exonération qu'on va voir parmi les 4 n'exonère les cotisations sociales. Elles restent dues. Le dernier cas qu'on va voir à présent, c'est ce qu'on appelle, ça s'adresse à la transmission d'une branche complète d'activité. Donc, ce qu'on appelle une branche complète d'activité, imaginons que vous avez 2 activités distinctes dans une même entreprise et que vous souhaitez, par exemple, n'en céder qu'une. Dans ces cas-là, il faut que cette activité puisse fonctionner de manière autonome et que vous cédiez l'ensemble du matériel lié à cette activité pour qu'elle soit considérée comme étant une branche complète d'activité. Dans ce cas-là, vous avez droit à une exonération des plus-values en fonction de votre prix de cession, en fonction du prix de cession de votre fonds de commerce. Donc, c'est l'article 238 coin des sièges du Code général des impôts. Vous avez droit à une exonération totale si la valeur du fonds de commerce est inférieure à 500 000 euros. Vous avez droit à une exonération dégressive si la valeur de votre fonds de commerce est comprise entre 500 000 euros et 1 million d'euros. Par contre, si la valeur de votre fonds de commerce est supérieure à 1 million d'euros, malheureusement, vous n'aurez pas droit à une exonération. L'avantage de ce dispositif, comme vous le voyez, c'est qu'il vous permet de bénéficier d'une exonération à la fois sur l'impôt sur le revenu, donc sur la plus-value court terme et sur la plus-value long terme, et également aux prélèvements sociaux. Donc, c'est exactement la même chose que sur les petites entreprises qu'on a vues précédemment, sauf que celui-ci, il ne joue pas sur les biens immobiliers, à la différence de l'article qu'on a vu précédemment. Voilà. Est-ce qu'avant de passer aux cessions de titres de société, nous avons des questions ou je passe directement aux cessions de titres? Alors, on n'avait pas forcément de Bon, très questions bien. à ce stade, mais quoique, on a peut-être une. Monsieur Solon, que je remercie, le CR pour le calcul du article 151 septies A et celui des 2 dernières années, c'est bien ça? Le 151 septies A, c'est dans le cas d'un départ en retraite. Vous me parlez, à mon avis, là, vous voulez me parler des petites entreprises, non? Je vais Du laisser, 151 septies tout court, je non? vais je C'est bah, pour être sûr je vais d'avoir bien laisser. compris la question. Oui, oui, j'entends bien. Je vais laisser à monsieur Solon, le soin de nous répondre dans le chat. Je reviens juste sur la question de madame Couturier en plus, il me semble qu'on n'y a pas forcément répondu. C'était pas forcément sur cette séquence, mais plus sur Ah, celle d'avant. Parce qu'elle nous évoquait le fait, s'il y avait alors peut-être tu y as répondu et je m'en excuse, d'avance. ouais, mais S'il n'y avait pas de cession, qu'il y a impossibilité de vendre l'entreprise en SASU, mais liquidation, quoi. Enfin, comment ça se passe, dans ces cas-là, Émilie? Peut-être tu y as répondu, hein, je te prie de m'excuser si c'est le cas. non, non, il y a pas de souci. Bah, pour moi, en fait, c'est la même, fiscalité, en fait, qu'on a vu, tout au début, au démarrage. C'est-à-dire que, bah, ça va dépendre du statut social, de l'associé, si, il est TNS ou s'il est assimilé salarié. C'était dans le cas d'une SASU, hein, excusez-moi, je me rappelle Oui, plus. oui, c'est C'est ça? ça, Bah, oui, c'était dans ça le veut dire cadre d'une SASU. d'accord, excusez-moi, j'avais pas compris. Donc, en gros, bah, s'il y a un boni de liquidation, s'il y a un plus, on va dire, si les actifs sont supérieurs, aux passifs, Passif. dans ces cadres-là, on va avoir un boni de liquidation à distribuer. Donc on va avoir, c'est une ESS ou SASU? Il y C'est a une un as SASU. C'est une SASU, C'est donc vrai, il y a ouais, un ouais. associé, on est d'accord? Un seul Eh associé? bah, manifestement non, parce que, Ah bah, attends. Si, si. non, il y a a priori qu'un associé là pour le coup OK, donc et je un laisserai à associé, madame donc Couturier le déjà soin de nous préciser. OK, donc si on est dans le cas d'une SASU, il n'y a pas les droits de partage. Par contre, effectivement, il y aura la flat tax, qui va s'appliquer. Donc flat tax 30 12,8 d'impôt sur le revenu et 17,2 de prélèvements sociaux. En OK, fait, la fiscalité qui va s'appliquer, dans ce cadre-là, c'est la même qu'une, distribution de dividendes. OK.
Je ne sais pas si ça va Bah, l'aider, écoute, mais je laisserai Madame Couturier qui nous aurait. Qu'est-ce qu'il y en est si pas de session car impossible un seul associé, ouais, voilà, c'est ce qu'elle nous disait. Il y a bien un seul associé. d'accord. Ah oui, OK, très bien. Donc j'espère qu'on a répondu à votre question, Madame Couturier. Et Monsieur Solon, du coup, qui nous répondait à la question, c'est EI, donc j'imagine entreprise individuelle. Par rapport à ces questions qui étaient le CA pour le calcul de l'article 551 septième. Je vous remercie, Monsieur Solon, de me permettre de me formaliser avec les termes juridiques et celui des les Oui, et qui deux précède la dernières, je vais y arriver. Voilà. qui précède la session, c'est ça la question? Par exemple, Eh si ben oui, j'imagine. si je donne un exemple, si je suis par exemple, en 2025, je clôture, mes comptes, au 31 décembre, on va tenir compte, de l'exercice 2024 et de l'exercice 2023. Ok. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ben, je vais laisser Monsieur Solon nous le dire, hein, effectivement. Et si, alors, attends, hop, il nous a peut-être répondu. Merci. Donc bon, oui, j'imagine que oui. Bon, ça va. C'est le cas. OK, Eh ben, merci en tout cas pour ces questions. Merci pour tes éclairages, Émilie. On on peut peut continuer, continuer? sauf s'il y en a d'autres, hein, n'hésitez pas. Et Heu je voulais pas avoir coupé Madame Hernandez, hein. Si vous en avez d'autres, allez-y, c'est le moment. Juste Yael, est-ce que tu peux nous préciser en termes de délai, pardon, je vais y arriver. Il nous On reste est 14 minutes. ah oui, Il nous d'accord, reste donc 14 minutes. d'accord, Ah, on va attends, continuer. j'ai une question de Monsieur Chapaz, que je Oui, remercie aussi. Dans le oui. cas de cession de titre, la valeur du fonds de commerce est-elle incluse? Dans le cas d'une cession de titres, la valeur du oui, excuse-moi, j'étais en Non, train il n'y a de pas de souci. Dans le cas d'une cession de titre, oui, donc s'il transmet dans le cadre d'une cession de titre, est-ce que la valeur du fonds de commerce est incluse? Donc, oui, bien sûr, elle est ok, incluse. Effectivement, oui, bien sûr. Effectivement, comme l'a très bien expliqué Pierre, une cession titre, en gros, c'est je cède mon fonds, mais les autres actifs, c'est-à-dire le fonds, mais aussi le stock, les créances clients, mes disponibilités et moi, mon passif. Donc oui, effectivement, le fonds est bien compris dans la cession de titre. ok. Eh bien, écoutez, Monsieur Chapas, j'espère qu'on a répondu à votre question. Et puis, bah, je vous propose de continuer à poster vos questions. Parfait. Bon, bah, écoutez, très bien. On peut continuer. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions. Je les relayerai à Pierre et à Émilie dans la suite du webinaire. OK. Allons-y. Allons-y. Donc, on va passer à notre deuxième hypothèse qui était la cession des titres de société pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. On va s'intéresser aux dirigeants qui partent à la retraite et qui cèdent leurs titres. Donc, vous allez pouvoir bénéficier, comme vous le voyez, d'un abattement de 500 000 euros. Donc, cet abattement de 500 000 euros s'applique sur la base imposable à l'impôt sur le revenu. Par contre, il ne va pas jouer sur les prélèvements sociaux. Donc, je vous rappelle, je cède mes titres de société, je vais être soumis à la flat tax, donc 12,8 d'IR, 17,2 de prélèvements sociaux. Attention, cet abattement joue uniquement sur la base imposable à l'impôt sur le revenu. Donc, la bonne nouvelle quand même, c'est que ce dispositif, il est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2031, ce qui nous laisse quand même une certaine marge. Par contre, comme vous le voyez, le cédant doit faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent la cession de ses titres, ou le cédant qui cède ses titres doit prendre sa retraite dans les 2 ans pour pouvoir bénéficier de cet abattement. Il y a un certain nombre de conditions à respecter. Parmi les conditions importantes, c'est que le cédant doit avoir exercé une fonction de direction pendant les 5 ans qui précèdent la cession d'entreprise et avoir été rémunéré normalement. Il y a aussi des conditions qui sont liées à la société, notamment il faut que l'activité doit avoir été exercée de manière continue au cours des 5 années qui précèdent la cession. Et également, il faut que votre société elle soit soumise à l'impôt sur les sociétés. Toujours si je suis dans le cadre d'une cession de titres de société, j'ai la possibilité de pouvoir bénéficier d'un abattement qu'on appelle pour durée de détention renforcée. Donc cet abattement, il va toujours jouer sur votre base imposable à l'impôt sur le revenu, il ne joue pas sur les prélèvements sociaux. Donc je dirais, pour résumer,
il y a 3 conditions à respecter. Donc, il faut que vos titres doivent avoir été acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018. Vous devez avoir opté pour le barème progressif à l'impôt sur le revenu. Ce qu'on appelle PME moins de 10 ans, c'est-à-dire qu'en gros, votre société doit être âgée de moins de 10 ans. Attention, ce critère, il est souvent mal interprété. Il doit être apprécié au moment où vous avez souscrit les titres, au moment où vous avez repris les titres, mais pas au moment où vous avez cédé les titres. Par exemple, si vous détenez les titres depuis plus de 8 ans, vous allez pouvoir bénéficier de cet abattement de 85% si au moment où vous avez souscrit les titres, la société avait bien moins de 10 ans. Faites attention, vous n'avez pas la possibilité de cumuler à la fois donc, cet abattement lié à la durée de détention de votre titre, par exemple l'abattement de 85%, et l'abattement qu'on a vu précédemment, donc l'abattement des 500 000 €. C'est soit l'abattement des 500 000 € ou soit l'abattement pour durée de détention renforcée. Donc, une stratégie, donc toujours dans le cadre de cession de titres de société, donc pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, il y a une stratégie qui me semblait importante de vous présenter pour gommer justement cette plus-value de cession. C'est ce qu'on appelle les donations pré-cession ou antécession. À savoir que si vous souhaitez anticiper la transmission de votre patrimoine à vos enfants, vous avez la possibilité de donner un pourcentage de vos titres avant la cession, ce qui permettra dans ce cas-là de purger une partie de la plus-value de cession à hauteur des titres que vous allez donner. Par exemple, si vous avez une plus-value de cession de 400 000 € et si vous avez 2 enfants, si vous souhaitez par exemple leur donner 100 000 € à chacun, donc sur les 200 000 € que vous avez donnés, déjà, vous n'aurez pas de droit de mutation à titre gratuit, puisque vous avez la possibilité de donner 100 000 € tous les 15 ans par parent et par enfant, sans payer de droit de mutation à titre gratuit. Et dans ces cadres-là, la plus-value de cession restante, c'est-à-dire 400 000 € moins les 200 000 € que vous aurez donnés, ça vous permettra, sur les 200 000 €, d'avoir économisé la fameuse flat tax à 30%. Par contre, il faut quand même faire attention à ne pas rentrer, à respecter, on va dire, les règles pour pas que un certain nombre de règles, pardon, pour pas que l'administration fiscale ne remette en cause cette opération dans le cadre du fondement du mini abus de droit. Notamment, les 2 conditions essentielles, c'est il faut que la donation intervienne effectivement avant la cession. Et il faut que la donation soit réelle, c'est-à-dire que le donateur ne doit pas se réapproprier le produit de la vente. Ça peut paraître bête, mais c'est bien quand même de le rappeler. Petite précision, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez que cette donation pré-cession, vous pouvez la faire en pleine propriété, donc c'est-à-dire que vous donnez les titres en pleine propriété. Mais si vous donnez les titres en pleine propriété, ça a un effet finalement de dépouillement. D'accord? Donc, sinon, en gros, la donation sera considérée comme fictive par réappropriation. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez céder les titres, vous n'aurez plus cet argent. Mais par conséquent, si vous voulez utiliser cet argent pour faire le tour du monde, par exemple, vous ne l'aurez pas. Donc, il y a une solution alternative. C'est ce qu'on appelle la donation pré-cession de titres en démembrement. Donc, autrement dit, les titres que vous allez donner à vos enfants, par exemple, seront donnés en nue propriété. Et par exemple, le parent qui sera donateur conservera, lui, l'usufruit. C'est ce qu'on appelle un quasi-usufruit. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique de cette stratégie patrimoniale, mais mon conseil, si vous souhaitez mettre en place cette stratégie patrimoniale, c'est de vous faire accompagner par un notaire pour qu'il rédige ce qu'on appelle une convention de quasi-usufruit. Parce que la loi de finances de l'année 2024 a été modifiée et remet en cause finalement cette stratégie patrimoniale. Donc, il faut absolument vous faire accompagner si vous souhaitez la mettre en place. On voulait attirer votre attention sur 2 points, notamment sur ce qu'on appelle un report d'imposition, pour vous rappeler qu'un report d'imposition, ce n'est pas une exonération.
Vous avez peut-être envisagé d'apporter vos titres à une holding pour pouvoir bénéficier d'un report d'imposition, ce qu'on appelle le 151, le 150 OB-TER. Dans ces cas-là, faites attention, le report d'imposition n'est pas un effacement d'imposition. Deuxième chose, si vous êtes passé d'une entreprise individuelle à une société, vous avez peut-être ce qu'on appelle un report d'imposition. Dans ce cadre-là, vous avez ce qu'on appelle choisi, à l'époque où vous avez fait donc, le choix de ne pas être fiscalisé tout de suite, vous avez fait le choix d'un report d'imposition et vous êtes soumis dans le cadre de ce qu'on appelle le 151 octiès du Code général des impôts. Sachez que si vous êtes dans ce cadre-là, la plus-value donc en report, elle tombe, que vous cédiez le fonds ou que vous cédiez les titres de société. On voulait vous rappeler aussi que pour profiter des différents dispositifs d'exonération qu'on a vus, il faut bien anticiper la cession au moins 5 ans à l'avance. Par exemple, pour pouvoir bénéficier de l'abattement des 500 000 € qu'on a vu en cas de cession de titre et de départ en retraite, la condition nécessaire, vous vous souvenez, c'était d'avoir exercé une fonction de direction pendant 5 ans avant la cession. Donc, par exemple, si on a le cas de 2 associés avec un gérant et l'autre qui est uniquement associé mais sans avoir le statut de gérant, seul celui qui a le statut de gérant pourra bénéficier de l'abattement de 500 000 €. Celui qui est associé mais non gérant, finalement, ne pourra pas avoir cet abattement de 500 000 €. Donc, ça vaut le coup de pouvoir anticiper 5 ans avant la vente pour pouvoir faire en sorte que les deux soient gérants. Voilà ce que je voulais vous préciser. J'ai essayé d'être le plus synthétique possible. T'as ton micro coupé, Yael. Désolé. Pas de souci, tu as bien fait de me le redire, Pierre. J'imagine que comme moi, vous l'aurez compris, c'est des choses qui sont à la fois extrêmement complexes et à la fois extrêmement simples pour mes collègues que sont Pierre et Émilie. L'idée, c'était effectivement de vous alerter encore une fois sur la nécessité vraiment d'anticiper ces choses-là, que vous puissiez être en confiance aussi vis-à-vis de la CMA, dans le sens où c'est des choses qu'on maîtrise. Et puis, surtout, au-delà de ce qu'on vient d'évoquer sur la fiscalité, l'intérêt aussi de vous rapprocher de la CMA et de mes collègues Pierre et Émilie, c'est aussi d'avoir un conseil qui est neutre et désintéressé, qui va aussi vous permettre de diagnostiquer, d'évaluer votre entreprise. L'intérêt aussi, c'est que nous, on va être en capacité de se déplacer chez vous, d'identifier en fait les axes d'amélioration et aussi les choses qui peuvent être voilà, compliqué dans la vente d'une entreprise, de vous donner des fourchettes de valeur. On n'est pas magicien, on va utiliser un certain nombre de méthodes pour vous donner des tranches en fait de valeur de votre entreprise. Donc, sachez que vous pouvez vous rapprocher de la CMA pour ces dimensions-là. Vous serez à la fois très bien reçu, vous aurez noté le sourire et la jovialité de mes collègues Pierre et Émilie. Mais encore une fois, nos offres sont tarifées, comme j'imagine vos produits et services, dans le sens où, comme toute entreprise, on se doit aussi d'avoir un modèle économique, mais pour autant, il me semble qu'à l'aune de la qualité des conseils dont vous pourrez bénéficier, vraiment, on n'est pas cher pour le coup. Heu, Vous dire que je vais vous poster le lien vers notre site internet qui vous permettra de prendre un rendez-vous, un premier rendez-vous conseil où on ne va pas aller sur des dimensions fiscales et autres, comme vient de l'évoquer Émilie, mais on va vous aider à réfléchir à votre projet de transmission, qu'il soit dans le cadre familial, qu'il soit dans un autre cadre. Et on va pouvoir vous proposer aussi sur évidemment des prestations tarifées, d'avoir un diagnostic et une évaluation. Le diagnostic, il a cette valeur ajoutée qu'encore une fois, on va identifier les dimensions positives de votre entreprise, celles qui peuvent vraiment donner une valeur et intéresser un repreneur. Identifier aussi les axes sur lesquels vous pouvez potentiellement l'améliorer. Il ne faut jamais arrêter d'investir. L'arrêt de l'investissement, c'est une dévalorisation de votre bien. Donc l'idée, c'est encore une fois d'identifier ces petits points-là, de vous donner des points de repère aussi sur ce que peut valoir votre entreprise, quels sont les dispositifs qui vont vous permettre
quelque part d'optimiser cette vente-là. On n'a pas parlé de tous les dispositifs, mais il y en a, et des dispositifs fiscaux qui vous permettront, encore une fois, d'optimiser cette session. Donc, voilà, s'il y a un message à retenir, c'est que mes collègues sont d'une expertise, honnêtement, qui est, sur le marché, incomparable avec ce qui peut exister, qu'en plus vous serez accueillis en toute neutralité et qu'en plus de ça, on sera en capacité aussi d'aller chercher des repreneurs. On a un outil qui s'appelle Transentreprise, qui est une plateforme qui est la plateforme leader du marché, sur, la vente d'entreprise, qu'en plus on peut se substituer à vous sur l'accueil des repreneurs. On peut faire en sorte de valider la pertinence du repreneur, et sur sa valeur ajoutée par rapport à ce que vous recherchez. On peut vous accompagner sur toutes ces dimensions-là et encore une fois, sachez que la CMA est là pour vous, qu'en soi, on pourra et on a l'expertise pour ça. Vous avez pu, la constater, que c'est pas toujours évident de rendre des choses complexes simples en 1 heure, qu'on peut malheureusement pas répondre à toutes les questions précises sur des dossiers dont on ne maîtrise pas les données. Mais en tout cas, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, je vous ai mis le lien. C'est un premier rendez-vous qui est offert et où on va baliser un peu votre projet de transmission. Le maître mot, anticipation et préparation. C'est le meilleur moyen d'en tirer, enfin de réaliser cette transmission dans les meilleures conditions, qu'elles soient économiques, mais aussi parce que je suis convaincu que vous y êtes attaché, dans une logique de pérennité de votre activité. Un grand merci en tout cas à tous pour votre participation. Un grand merci à Pierre et Émilie, pour leur intervention. Merci à elle aussi. N'hésitez Merci à pas à vous. nous solliciter. Encore une fois, vous serez bien reçus avec, des gens qui ont le sourire, qui ont l'envie, qui sont passionnés par l'entreprise et ça, mine de rien, dans les périodes qu'on vit, ça me paraît être une valeur ajoutée. Un Exactement. grand merci à Ouais. tous. Vous aurez le support et le replay. Je vous invite à répondre aux petits questionnaires de satisfaction demain pour nous permettre de nous améliorer et merci à tous de créer de la richesse dans ce pays, on en a bien besoin. Merci à tous, bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée.